Oui, donc bienvenue sur le meet-up Mental Health in Software Engineering Montréal. Alors, exclusivement, on va le faire en français. Donc, c'est un meet-up qui parle de santé mentale, tout ce qui est lié à tout ce qui est sécurité psychologique ou autre. Et aujourd'hui, en fait, on accueille Mourad qui va nous présenter des stratégies d'autogestion en santé mentale. Donc, on aura l'occasion de voir, mais tu pourras détailler un peu ton parcours et notamment pourquoi on a voulu faire ce meet-up ensemble. C'est aussi pour donner des clés justement aux personnes qui sont donc neuroatypiques. Tu pourras le définir. Totalement neuroatypique, c'est aussi pour les personnes neurotypiques. C'est-à-dire, neurotypique, c'est les personnes plus, disons, la majorité de la population, les personnes neuroatypiques, c'est-à-dire qui fonctionnent un petit peu différemment au niveau neurologique de la majorité de la population, donc qui ont des comportements, des attitudes différentes de par leur différence au niveau neurologique. Ah, justement, on va le détailler. En tout cas, merci d'être parmi nous et puis on a hâte justement de découvrir ces techniques qui peuvent servir justement aux, aux- aux Aux deux? neuroatypiques, aux deux exactement. Mais c'est aussi important d'avoir ton feedback sur comment intégrer par exemple une personne neuroatypique dans les équipes et encore plus intéressant d'avoir ton point de vue sur son parcours, notamment dans les équipes que tu as pu intégrer. Donc voilà, OK. je te passe la balle. D'accord, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des stratégies d'autogestion en santé mentale, donc un ensemble de stratégies que j'ai pratiquées, expérimentées durant les dernières années. Donc ça va être le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, je me présente. Donc je suis Mourad Ranem, j'ai un baccalauréat en informatique et génie logiciel de l'UQAM. Je suis développeur logiciel depuis 7 ans maintenant, principalement en VB.NET. Je fais du C# aussi. Puis je suis principalement intéressé par les dimensions de l'amélioration continue, que ce soit à titre personnel, que ce soit au niveau mental ou physique. Et même au niveau organisationnel, j'en ai fait un de mes sujets de maîtrise. Il était intitulé Amélioration des pratiques de gestion de produits logiciels dans une PME. Donc, je vous explique d'abord le sujet principal, l'élément principal de cette présentation-là. Donc, tout d'abord, les perceptions. Donc, nous percevons les événements extérieurs à travers nos biais cognitifs et nos préjugés. Et c'est ce qui déclenche en nous une réaction émotionnelle à court terme. Puis lorsque cet effet-là se prolonge dans le temps, c'est ce qui crée en nous ce qu'on appelle un sentiment. Puis, en ce qui concerne donc, à l'intérieur de nous, on a ce qu'on appelle un dialogue intérieur. Puis, à l'intérieur de nous, on manifeste ce qu'on appelle des pensées automatiques négatives. C'est ce c'est ce qui est associé à des biais, des distorsions cognitives. Donc, on peut les catégoriser dans des biais ou des distorsions cognitives. Donc, selon le psychiatre David Burns, justement, il fournit une liste de distorsions cognitives à adresser. Donc, quand on identifie ces pensées automatiques négatives, d'après lui, il faut les catégoriser dans une liste de distorsions qu'il fournit. Puis, quand on les a identifiées dans les bonnes catégories, l'idée, c'est de développer ce qu'on appelle des pensées alternatives saines. Puis, quand on arrive à développer des pensées alternatives pour chacune des catégories, on arrive à soigner la dépression. Puis c'est un exercice qu'on doit répéter continuellement pour qu'il soit efficace dans le temps. Puis voici la liste des distorsions cognitives fournies par Burns. C'est au nombre de 10. On a les pensées tout ou rien, la généralisation à l'outrance, le filtre, le rejet du positif. Puis les conclusions hâtives, il y a deux sous-types. Il y a la lecture de pensée d'autrui et l'erreur de prévision. Ensuite, on a l'exagération ou la minimisation. Ensuite, on a les je dois et devrais, l'étiquetage et les erreurs d'étiquetage, la personnalisation. Ensuite, on a le dernier point, c'est les raisonnements émotifs, mais c'est un petit peu plus complexe à gérer que les autres distorsions. Je vais vous expliquer plus tard. Donc, dans le détail des distorsions cognitives, donc les pensées tout ou rien, c'est la tendance à voir tout en noir ou tout en blanc.
La généralisation en transe, c'est la tendance à conclure qu'un événement ponctuel va arriver à chaque fois. Le filtre, c'est la tendance à s'attarder sur un point négatif puis que ça teinte notre vision de la situation. Le rejet du positif, c'est la tendance à considérer qu'une situation neutre ou positive, on va tendance à la transformer en quelque chose de négatif. Donc les conclusions hâtives, quand je vous ai expliqué la dernière fois, il y en a deux sous-types. Donc pour la lecture de pensée d'autrui, c'est la tendance à assumer les pensées des autres ou les comportements des autres. Et l'erreur de précision, c'est la tendance à imaginer le pire dans une situation. Ensuite, on a l'exagération ou la minimisation, c'est-à-dire la tendance à amplifier l'importance de ces erreurs ou l'importance de ces points forts. Donc, d'un côté, pour l'exagération ou la minimisation. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas du syndrome de l'imposteur. Ensuite, les je dois et devrais, c'est la tendance à s'imposer de faire, par exemple, telle ou telle chose. Donc, ça a tendance à générer de la frustration. L'étiquetage et les erreurs d'étiquetage, c'est la tendance à poser une étiquette péjorative sur soi-même ou sur quelqu'un d'autre. Et la personnalisation, c'est la tendance à considérer qu'une situation est de notre faute, même si ce n'est pas le cas. Ensuite, pour la dernière distorsion cognitive, comme je vous ai expliqué, c'est un petit peu plus complexe à gérer. Donc, les raisonnements émotifs, c'est la tendance à considérer que nos émotions reflètent la réalité des choses. Donc, l'idée, pour pouvoir traiter cette distorsion cognitive-là, c'est d'utiliser un outil qu'on appelle la roue des émotions. Dans cette roue-là, on se concentre d'abord sur les émotions générales, donc celles du centre, puis ensuite, on se dirige vers les émotions périphériques, donc on essaie de préciser les émotions euh, qu'on ressent, puis à partir de là, on essaie de revoir notre raisonnement par rapport aux émotions qu'on ressent. Donc, c'est ce qui permet, donc à partir de là, on essaie d'avoir un raisonnement beaucoup plus éclairé par rapport à la situation, puis on essaie de prendre du temps par rapport à la situation pour bien digérer nos émotions. Et est-ce que je peux rebondir peut-être sur cette roue des émotions? Moi, je connais les accords Toltec et notamment un des accords, c'est ne pas faire de suppositions. Est-ce que C'est du coup, ça. cet outil, oui, il peut être relié un peu à cet accord? En fait, c'est à combiner avec les autres distorsions aussi. Parce que des fois, on a certaines choses qui sont spécifiquement liées à des émotions qu'on ressent, puis d'autres qui sont liées à d'autres caractéristiques des autres distorsions qu'on a manifestées. Donc, c'est important de mettre chaque élément dans la bonne catégorie. Mais c'est vrai que pour ce qui est de, comment dire, des émotions, des raisonnements émotifs, c'est plus, comment dire, je dirais, c'est plus par rapport à un aspect de quelque chose qu'on a ressenti, mais qu'on n'a pas compris par rapport à un ressenti émotionnel qu'on a eu à ce moment-là. Ok. C'est plus pour réviser sa réaction émotionnelle, en fait. Donc, je Je te continue. poserai ouais, je poserai d'autres questions à la fin. OK. Oui, pas de problème. Donc, ensuite de ça, on a ce qu'on appelle les stratégies de gestion du stress. Ils sont au nombre de trois. Donc, on a les stratégies axées sur l'action, les perceptions et l'attention accumulée. Ils sont appliqués dans l'ordre. C'est-à-dire, quand on a le contrôle sur une situation, on essaie dans un premier temps d'appliquer les stratégies axées sur l'action. C'est-à-dire, on essaie d'abord d'établir un plan d'action puis on essaie de le découper de façon granulaire, puis de commencer par la tâche la plus simple pour essayer d'amorcer en fait le plan en question, parce que des fois on a de la misère avec des fois on a tendance à procrastiner, puis on a du mal à commencer une tâche, donc on essaie toujours de commencer par la plus simple pour amorcer le plan en question. Oui, je crois que ça Puis, s'appelle la règle des 3 minutes ou des 5 minutes. Il y en a une, c'est faites les tâches les plus rapides. Donc, je crois que c'est la règle des 3 minutes. Et il y en a une autre, donc si une tâche fait moins de 3 minutes, vous pouvez la démarrer pour euh, réduire la procrastination. Et il y en a une pour créer l'élan aussi. Je crois que alors, je sais plus si c'est la règle des 5 minutes ou des 3. Mais commencer une tâche, mais qu'elle soit facile ou difficile.
Et du coup, ça va vous créer un élan. Et la plupart du temps, en fait, finalement, bah, en commençant 5 minutes, vous allez continuer en fait cette tâche. Donc, ça, c'est des outils que j'utilise là et que je retrouve un peu dans ton slide, du coup, pour Ouais. amorcer. Ensuite de ça, si on n'arrive pas comment dire, si on est dans une situation où on n'a pas de contrôle, l'idée c'est de passer à l'étape de gestion des perceptions. Donc c'est ce qu'on a vu auparavant. Puis si on n'arrive toujours pas on n'y arrive toujours pas, il y a les stratégies axées sur l'attention accumulée, c'est-à-dire que on essaie de se changer les idées, de faire d'autres activités, juste pour ne pas penser à la situation stressante, juste pour faire baisser un petit peu le stress. Ok, c'est-à-dire que t'as pas la main sur la situation, mais du coup, tu vas essayer de détourner l'attention sur autre C'est chose. ça. Mais Ok. en fait, disons, c'est des stratégies qu'on essaie d'appliquer dépendamment de notre niveau de contrôle sur la situation en question. Ok. Est-ce que tu as des suggestions, non? Ou parce que Je- là, tu dis, ça peut être n'importe quoi, quoi. Faire une activité En pour. fait, l'idée, c'est juste pour structurer un petit peu sa pensée par rapport à la situation en question. Donc, l'idée, dans le fond, c'est d'avoir une idée générale de comment on va aborder la situation. Donc, c'est plus un outil générique pour savoir comment s'adapter à la situation plus qu'un outil spécifique à des situations. Ok. C'est juste pour structurer un petit peu sa pensée par rapport à la situation en général. Donc, je continue. Euh, Ensuite, si aucune de ces situations, ces stratégies-là ne fonctionne, par exemple, si on a de l'anxiété qui est vraiment importante, puis qu'on sent qu'on n'est plus en contrôle, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un exercice de respiration. Il y a des exercices qui sont un petit peu plus efficaces, mais qui sont plus complexes aussi, comme par exemple l'exercice de respiration de Jacobson. Mais pour y aller simple, il y a un exercice qu'on appelle la respiration diaphragmatique. Tout simplement, c'est de respirer par le ventre, respirer lentement. Donc, inspirer en gonflant le ventre, puis expirer en rentrant le ventre. Donc, le faire lentement. Puis, l'idée aussi, c'est essayer de ralentir, prendre le temps, s'asseoir. Puis, par exemple, si on est à la maison, essayer par exemple, prendre un bain, une douche, quelque chose pour essayer de relaxer un petit peu, essayer de se détendre un peu. Donc, Et, essayer de baisser le stress au maximum. et justement, toi, c'est quoi ton astuce pour penser à respirer? Parce que souvent, en fait, quand tu es dans une situation de stress, bah, on oublie de respirer. Et est-ce que toi, tu as des petites astuces à nous partager sur, bah tiens, là, je suis en situation de stress, il faut que je pense à respirer. Et souvent, juste une respiration, effectivement, ça fait passer le stress, mais il faut y penser, quoi. Là, je pense que le truc, c'est de réaliser le rythme sur lequel on est actuellement. Parce que pour pouvoir, justement, quand on est dans une situation, où on est stressé, je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur son propre rythme actuel. Parce que quand on est anxieux, le rythme sur lequel on fonctionne, le rythme cardiaque est plus élevé. C'est de prendre conscience du rythme sur lequel on est actuellement. Puis à partir de là, on réalise que c'est important de ralentir puis de respirer lentement. Donc, c'est se connaître, quoi. Ok. C'est ça, bien sûr. C'est très important de se connaître dans ces situations-là. Puis ça vient avec le temps et l'expérience. OK, je continue. Donc, justement, pour simplifier un petit peu et pouvoir identifier plus simplement les situations du stress, on a un acronyme, c'est le CINE. Donc, le C, ça, c'est pour contrôlabilité faible, I, c'est pour imprévisibilité, N, c'est pour nouveauté, et E, c'est pour ego menacé. Donc, contrôlabilité faible, c'est la sensation qu'on a peu de contrôle sur une situation. Imprévisibilité, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer au niveau d'une situation. Nouveauté, c'est une situation nouvelle pour laquelle on ne sait pas, on sait pas à quoi s'attendre. Donc, on n'a pas, par exemple, nos habitudes par rapport à cette situation-là. Et l'ego menacé, c'est lorsque c'est une situation, par exemple, on est dans une situation où on a tendance à remettre en doute nos compétences. Puis souvent, on peut avoir tendance à être exposé à des situations qui peuvent nous déclencher de l'anxiété, donc des situations anxiogènes.
Donc, puis on est, malgré tout, on est amené à devoir affronter ces situations-là. Donc, l'idée pour surmonter l'anxiété qui est déclenchée par ces situations-là, c'est d'abord c'est de faire ce qu'on appelle de l'exposition répétée. C'est tout d'abord de déterminer c'est quoi déterminer une échelle de déclenchement de l'anxiété par rapport à la situation. Par exemple, l'élément qui déclenche en nous la réaction d'anxiété la plus faible versus la plus élevée, puis de s'exposer graduellement euh, au niveau de cette échelle-là. Comme ça, on se désensibilise progressivement à la situation anxiogène, puis petit à petit, on arrive à, à mieux, comment dire, réagir à la situation Appréhender, quoi. sans On la être, connaît. anxieux, justement. Oui. Et c'est une échelle connue ou c'est parce que là, je vois que tu as Non, un schéma. l'idée, dans le fond, c'est de se connaître par rapport à la situation, puis de savoir qu'est-ce qui déclenche en nous le plus d'anxiété versus le moins d'anxiété, puis de s'exposer graduellement à des situations d'abord où on est moins anxieux, puis petit à petit à des situations où où auparavant on était de plus en plus anxieux pour se désensibiliser par rapport à la situation. Oui, pour appréhender plus facilement, puisqu'on on est de plus en Exactement. plus. Mais je demandais si le schéma là que tu avais, là, c'était tiré d'un chercheur ou. Justement, j'ai des références plus bas Ah, par ok, ça rapport marche. à ça. Donc c'est pas mal tout. Donc ça, c'est les références que j'ai utilisées pour ma présentation. Puis si vous voulez aller plus loin, il y a une vidéo sur la simulation par Jean Baudrillard. Donc ça fait un petit peu le lien avec mes explications sur les perceptions au début de présentation. Puis c'est pas mal tout. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser là. Oui, alors je l'avais pas dit en début de présentation, mais oui, la vidéo est enregistrée et sera publiée certainement sur YouTube. Donc n'hésitez pas, on publiera aussi l'échange. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous en avez? J'en ai plusieurs moi, mais si Vas-y, vous en Nicolas. avez, n'hésitez pas à déverrouiller votre micro ou si vous y arrivez pas, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Du coup, non, moi, c'était aussi sur ton. Bah, du coup, vu que toi, tu as aussi ton parcours d'intégration ou d'inclusion dans les entreprises, est-ce que tu peux peut-être nous indiquer si il manque justement dans l'intégration des entreprises bah, ce type de technique ou de sensibilisation pour bah, appréhender ou intégrer au mieux une personne? Bah, donc toi, tu les appelles neurotypiques Neuroatypique. oui, neurotypiques ou neuroatypiques. Est-ce qu'il y a des éléments justement qu'on devrait mettre en place dans l'onboarding des personnes pour les intégrer au mieux et diminuer leur situation de stress? Euh, je pense que tout d'abord, il y a l'enjeu comment dire, ce qu'on appelle dans le milieu de dévoilement, c'est-à-dire que il y a des personnes qui ont des conditions de santé neurologique qui sont, disons, plus ou moins à l'aise de dévoiler. Donc ça, d'abord, ça cause un enjeu par rapport à, comment dire, à l'adaptation au milieu d'entreprise. Donc il faut tout d'abord faut que ça soit plus, comment dire, encadré au niveau de la direction parce que je pense qu'il y a tout d'abord, je sais pas s'il y a eu de nouveaux règlements dernièrement par rapport à la CNSST vis-à-vis de la santé mentale. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important justement pour, Au niveau de la pour considérer. réglementation, tu veux dire? Ok. Non, c'est pas au niveau de l'argumentation pour qu'il y ait une structure vis-à-vis de l'intégration de ces personnes-là, parce que sinon, disons, c'est quelque chose de moins formalisé. Donc toi, tu veux dire, il y a un enjeu de dévoilement, c'est-à-dire la personne, on doit l'identifier ou Non, c'est justement, parce que moi je dirais que bah, soit faut qu'elle soit traitée bah, comme les personnes neurotypiques ou non, c'est parce qu'il y a un enjeu de stigmatisation vis-à-vis de ces personnes-là. ok. Donc c'est important parce que c'est important qu'ils
que justement, il n'y ait pas cet enjeu, pas cet enjeu-là, moins cet enjeu-là pour, pour justement faciliter l'intégration de ces personnes-là en entreprise. Et quand tu dis dévoilement, c'est quoi pour toi exactement? C'est-à-dire que la C'est un exemple. personne annonce qu'elle a ce diagnostic-là. Ok, donc elle arrive, elle se présente. De façon Mhm. plus, disons, publique en quelque sorte. Public, ok. Bon, après, il y a le secret médical et tout ça, mais oui, il y a des éléments qu'elle peut dévoiler pour que les personnes l'intègrent et qu'ils soient Oui, au courant de cette situation-là. Ok, très bien. Je sais pas si tu avais une question. Je vois que tu as enlevé ton micro. Ouais, une première réaction par rapport à ce qui vient d'être dit d'ailleurs. C'est toujours un petit peu à double tranchant parce que on parle de personnes qui peuvent être sur un spectre d'intensité et un spectre de choses plus ou moins visibles. Le moment où on a dit ça, l'intégration doit forcément considérer ce seuil à laquelle la personne se trouve sur ces différentes dimensions. En fait, bah déjà, premièrement, Mourad, merci pour ta présentation au passage, parce que je commence à parler, Oui. donc je préfère te dire merci dès le début. C'est intéressant et j'aurai d'autres questions après, mais je commence par rebondir sur ce qui vient d'être dit. J'ai par le passé travaillé avec des gens qui étaient sur le spectre et il en ressort plusieurs choses. En réalité, il en va aussi d'une volonté personnelle de la personne, en effet, de se dévoiler. Le moment où on vient dire, écoute, le contexte est le suivant, bah, c'est le moment où, en tant que euh, collègue, manager, lead, directeur, peu importe, on est capable de se dire, j'y réagis de telle manière. Et comment est-ce qu'on va y réagir? Le premier réflexe qui est intéressant, c'est, Mourad, est-ce que tu recommanderais d'aller atteindre un seuil arbitraire d'adaptation des différentes personnes en état de neuroatypisme dans ton équipe? Ou est-ce que tu recommanderais de partir sur une stratégie individuelle et à seuil d'équité? Ah oui, ok. Super question. oui, parce que en fait, comment je dirais ça? Ce ne sont pas toutes les personnes neuroatypiques qui sont au même degré, disons, d'autogestion. Donc, je, je pense qu'une approche individuelle serait peut-être plus de mise, dépendamment de où chaque personne est rendue, justement. Je pense qu'une approche personnalisée serait plus appropriée. Mais sachant que là, on parle juste du dévoilement, mais une personne, par exemple, qui est plus junior et qui ne se connaît pas encore, pourrait dire oui, je me dévoile et potentiellement se dire ah bah non, en fait, c'est pas finalement ce que je voulais. Donc, il y a aussi ces risques-là du fait de mieux se connaître ou d'être dans ses premières expériences. Souvent, bah, déjà, même des personnes sorties d'études, souvent, entre guillemets, on se fait avoir la première expérience. Donc là, il y a aussi ce risque-là de seniorité peut-être? Est-ce que ça rentre en jeu dans la prise en compte du dévoilement ou pas? Je pense que c'est pas juste une question de seniorité. Je pense que le problème aussi, c'est de, comment dire, dépendamment où on est, comme je disais, dépendamment où on est rendu dans notre capacité d'autogestion, de fonctionnement, on est plus ou moins capable de naviguer en entreprise. Donc, comment dire, dépendant, même quand si on se dévoile, ça peut, comment dire, rendre certains enjeux à ce niveau-là un petit peu plus, comment dire, sensibles. Donc, des fois, il faut juste savoir à qui justement se dévoiler. Mais Ouais, c'est justement, plus, on est là pour donner des clés, tu vois, un peu aux auditeurs. mais généralement, le mieux, c'est de se dévoiler à des personnes qui sont plus, disons, à même plus au niveau plus élevé au niveau hiérarchique, à même de pouvoir encadrer ce genre de choses. Voilà, ok, c'est une histoire d'encadrement. Donc, faut avoir on va dire, du management bienveillant et qui tient Ouais, compte justement de Donc là, tu viens de donner un peu un aspect clé. Faut intégrer du coup une équipe qui a justement ces aspects de bienveillance et peut-être les déceler. Ça serait peut-être un autre sujet, ça, comment déceler lors d'un entretien les équipes avec des managements ou managers bienveillants, quoi. ouais. Ok.
Après, tu avais aussi donné pas mal d'outils. Peut-être. Ah, vous Vas-y, Joey. répondez. Non, justement, est-ce que ce serait intéressant de fournir aux entreprises ces palettes d'outils? Parce qu'à mon avis, il y en a une palanquée, voire peut-être la totalité, qui connaissent pas du tout ces outils, quoi. Euh, de ce que j'ai vu et la raison pour laquelle ta présentation me plaît, c'est que bah déjà c'est un sujet duquel on parle de plus en plus, mais toujours pas assez. Dans le sens où en réalité on est en train de se poser la question en tant que groupe, comment on fait pour que on puisse faire en sorte que ces stigmates disparaissent. Là, on met beaucoup l'accent sur, euh, même implicitement, sans le dire ouvertement, on est en train de dire le neuroatypisme, ça fabrique quelque chose et ça sonne négatif. Mais en réalité, on peut le dire différemment. C'est pas que du négatif ou que du positif, c'est des manières et des fonctionnements qui sont de l'ordre de la divergence, qui sont de l'ordre du fonctionnement différent. J'ai l'impression que ta présentation, Mourad, en réalité, elle donne de bons conseils sur non pas seulement le monde de l'ingénierie, mais sur en réalité comment gérer un phénomène divergent, voire même son anxiété sur un contexte général. Ouais. Puis il faut pas oublier une chose, même, je sais pas si vous avez constaté dernièrement avec l'IA, même l'IA peut être, par exemple, peut être manifester des biais cognitifs. Je pense qu'on peut considérer justement ces biais-là dans les façons dont on a d'analyser l'information qu'on a autour de nous. Oui, de toute façon, l'IA, c'est sûr qu'elle est imprégnée des biais humains, vu qu'elle se source de toutes les sources de données qui ont eux-mêmes des biais. Donc, je sais pas si tu as répondu à la question, par exemple, de jouer. Euh, Justement, Joël, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais que je réponde précisément par rapport à ça? Ouais. Si on en vient à parler de la neurodivergence, et si on revient sur ce fameux stigma, parce que je pense que c'est l'exact bon mot, il y a un stigma. Le stigma, c'est un phénomène qui vient. Le stigma, c'est une considération que quelqu'un vient apposer sur un concept, une idée, une personne. Et ce stigma-là, très souvent, en fait, quand on va parler de neurodivergence à des gens qui sont neurotypiques, ces gens-là ne vont pas considérer la neurodivergence comme quelque chose de neutre. Instantanément, le stigma va être plutôt négatif. À ce moment-là, le dévoilement dont parle Mourad, c'est déjà quelque chose de difficile. À titre personnel, je me sentirais pas à l'aise si j'étais neuroatypique. Dans mon équipe, de me dévoiler parce que je ne saurais pas quelles conséquences ça pourrait avoir sur moi, sur ma carrière et sur d'autres choses. Du coup, ma question serait ici, euh, si on imagine qu'on n'est pas dans un monde parfait, dans lequel tous les managements sont positifs, mais qu'on est plutôt dans un monde où un monde commun, c'est-à-dire dans lequel les gens ont un mélange de bien et de mal, et les choses sont toujours nuancées, les gens ont leurs propres intérêts, il existe des dynamiques de pouvoir et des dynamiques d'influence. Ce dévoilement dont on parle, comment est-ce que je pourrais vraiment le faire? Comment est-ce que je pourrais vraiment me dévoiler dans un contexte qui n'est pas un management incroyablement bienveillant, mais un management commun? Ouais. Peut-être tu peux justement illustrer avec tes propres expériences hein, dans tes équipes aussi, hein. Disons que, à titre personnel, j'ai pas mal eu la chance. Bien sûr, j'ai, disons, un petit peu tenté le terrain au préalable, mais disons que, à titre personnel, dans mes différentes expériences, j'ai pas mal eu la chance d'avoir des managements quand même assez bienveillants vis-à-vis de ça, je le pense, n'est pas, malheureusement pas le cas pour tout le monde. Justement, il y a Alice dans le chat qui nous dit que en tant que neuroatypique, je confirme que je ne dévoile pas ma différence avant minimum la fin de la période d'essai. Ouais, C'est peut-être justement c'est pour ça reflète un peu justement la peur des réactions que ça peut entraîner, hein. ouais, je comprends. Puis, dans mon cas, justement, j'ai attendu aussi ma période d'essai pour, euh, pour le faire. Ok, donc bon, après ça dépend où tu es. Par exemple, je sais qu'au Canada là, c'est souvent 2 semaines la période d'essai. Non, ce que je veux dire, c'est que
J'attends d'abord d'avoir fait mes preuves pour le faire. Ok. Mais bon, ah, peut-être, C'est intéressant. peut-être C'est on peut. intéressant. Et je veux pas monopoliser la parole, hein, Non, vas-y. Ronan. C'est intéressant ce que tu dis, Mourad, parce que tu es en train de dire, il existe une nuance, dans le sens où tu es en train de dire, oui, je pense qu'il est meilleur de venir se dévoiler, mais je ne suis pas naïf au point de croire que ça ne nécessite pas de contrepartie. Et par nécessité, je ne veux pas dire que c'est juste. Par nécessité, je veux dire que le contexte fait que c'est dangereux pour moi s'il n'y a pas ces contreparties. C'est ça que je comprends. En fait, c'est une façon de dire que malgré ma différence, je suis compétent pareil. C'est une façon de prouver prouver ma compétence malgré ma différence. Il y a Alice qui a la main levée. Tu peux parler ou faut que j'active peut-être ton micro? Non, non. Non, non, je pense que vous m'entendez. Oui. Alors moi, du coup, je travaille au Québec, mais je suis française, donc j'ai travaillé en France. Et bon, à titre personnel, je trouve qu'il y a quand même un meilleur accueil de la neuroatypie au Québec qu'en France, parce que c'est quelque chose qui est plus euh, affiché, entre guillemets, c'est-à-dire plus exposé. Mais moi, en France, j'ai toujours attendu la fin de ma période d'essai et je me suis déjà fait dire, ah ben, on l'aurait su quand on t'avait embauché, on t'aurait pas embauché. Ah, ok. Mais au Québec aussi, j'ai des périodes d'essai, moi, pour des postes qui sont généralement de 3 mois. Je rejoins totalement Mourad, c'est que j'attends la fin de ma période d'essai parce que après, il y a le côté quand je dis, bah, et là, je suis neuroatypique, j'ai ça, on me dit, ah, bah, et on n'aurait pas pensé que, parce que tu travailles bien, parce que aussi, ça permet comment dire, de contrebalancer les préjugés qui sont parfois très prégnants dans certains milieux de travail. Moi, je sais que je suis autiste et c'est vrai que quand je le dis aux gens me font ah bah on pensait pas parce que bah tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et donc du coup ça comment dire ça débloque tout de suite le côté préjugé, ça enlève tout de suite le préjugé parce qu'ils me connaissent déjà. Donc je trouve qu'il y a plus de bénéfices à le dire après une fois qu'on a comme dit Mourad fait ses preuves que de le dire tout go parce que du coup, quand on dit le tout go, ils ont un peu des attentes sur notre comportement, sur la façon dont on devrait être, qui sont pas forcément justifiées. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est quand on laisse le temps avant notre dévoilement, c'est que ça permet aux autres personnes, nos collègues, nos supérieurs, de nous connaître en tant que personne avant de nous connaître à travers notre diagnostic. Oui, c'est Mais tout à fait ça. C'est sûr que être connu comme personne avant d'être connu comme diagnostic, euh, c'est 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 normal, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile en utilisant cette méthode-là. Et est-ce que là, tout à l'heure, tu parlais de mots assez durs que les personnes elles disent non, si on avait su, on t'aurait pas pris. Pour moi, c'est assez violent quand même comme phrase. Est-ce que ce type de phrase, quand tu dis que le Québec a un meilleur accueil, est-ce que c'est parce que tu as eu moins ce type de réaction ou de fonctionnement ou c'est vraiment il y a des dispositifs mis en place au niveau RH ou je sais pas de l'entreprise que tu as apprécié ou que tu souhaites partager peut-être? Déjà, c'est parce que j'ai pas eu ce type d'accueil, sachant que moi, c'était des gens avec qui je travaillais quand même depuis presque 1 an, je pense, quand je leur ai dit. Ok. C'était des gens que je connaissais bien quand je leur ai dit ça, mais parce ils avaient eu quelqu'un de neurodivergent juste avant qui avait eu une crise dans le magasin où je travaillais et de ce fait, c'est un peu tout le monde dans la même boîte. Je dirais qu'il y a des dispositifs. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est en fonction de chaque entreprise. Moi, par exemple, j'ai un chien d'assistance. Mon chien d'assistance, j'ai eu énormément de mal à trouver du travail avec un chien d'assistance parce que ça reste que c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait accepté. Mais dans les entreprises où j'ai postulé, où j'ai expliqué après ma période d'essai que j'avais un chien d'assistance et que j'aimerais bien qu'il fasse son boulot. J'ai pas eu ce souci-là parce que c'est justement des entreprises qui ont des process assez inclusifs de base. Donc,
j'ai eu la chance de tomber sur des entreprises comme ça. Je pense que forcément, dans tout pays, dans tout truc, il y a des entreprises qui sont très inclusives. Moi, je travaille dans le communautaire, j'ai cette chance. Euh, il y a des entreprises où ce sera hors de question parce que ils sont très fermés d'esprit. Et je pense qu'on peut trouver des entreprises aussi inclusives en France, mais il y a ce côté que moi je retrouve au Québec ici, qui est que les gens sont de base plus informés. Les gens ont quand même beaucoup plus, c'est beaucoup moins tabou d'en parler. Et le fait que ça soit moins tabou d'en parler et que ça soit plus ouvert sur la conversation fait que c'est mieux perçu et mieux accepté par une partie des gens. Comme je dis, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a des gens qui l'acceptent pas ils resteront comme ça sûrement toute leur vie. Mais on a cette possibilité-là de trouver plus facilement des gens qui sont informés au préalable et quand on arrive et qu'on leur explique, euh, c'est pas c'est pas tout de suite fermé, c'est pas tout de suite on reprend de la base pour t'expliquer ce que c'est. Les gens vont dire ah oui effectivement on m'en a déjà parlé ou ok d'accord oui je comprends. Je trouve qu'il y a il y a cet esprit-là que je retrouve plus facilement ici que quand j'étais en France. Est-ce que dans les offres d'emploi, là par exemple, tu parlais que tu avais passé plusieurs entretiens, est-ce que tu peux nous donner des clés sur comment identifier justement une entreprise qui va être plus au courant de ces sujets-là? Est-ce que, je sais pas, sur l'offre, il y a des références d'inclusivité ou inclusivité, pardon, ce type d'astuce-là, ou c'est sur le tas? Généralement, c'est pas tant. Bah, sur l'offre, on le voit. De toute manière, sur toutes les offres, maintenant, ils font en sorte de paraître très inclusifs. Mais je dirais, c'est surtout à l'entretien d'embauche, le feeling qu'on a avec la personne. Ça se voit assez vite si la personne est très fermée d'esprit ou elle se montre assez flexible déjà de base. Moi, c'est quelque chose que je vois plus à l'entretien d'embauche. Des fois, ça m'est arrivé de tomber sur des gens qui seraient mon patron direct, hyper inclusif. Puis quand je passe le deuxième carton de l'embauche avec le patron de la personne, avec le patron, ça passe pas du tout parce que lui est très non, faut que ça soit comme ça, faut que ça soit de cette façon-là, faut que ça soit très structuré. Je dirais que il y a plus de chances avec les travail qui montrent une certaine flexibilité de base. Euh, Moi, par exemple, le travail que j'occupe actuellement me permet d'être très flexible dans mes horaires, me permet de beaucoup d'adaptation. Ce genre de travail, on a une flexibilité dans les horaires, fait que ça va être potentiellement mieux adapté. Euh, c'est un des premiers critères que moi je regardais. Moins des autres critères que je regarde, c'est la possibilité de télétravail parce que les gens qui sont neuroatypiques, par exemple, ça touche le domaine des troubles autistiques, des troubles de stress. Il y a des journées où je peux juste pas sortir de chez moi parce que je fais des crises d'agoraphobie. Donc, s'il y a possibilité de télétravail, je sais que déjà, ça va être Ça un va te enjeu de soulager, quoi, moins ou t'apaiser, quoi. et c'est ça, et qu'il va y avoir une certaine compréhension de la part du travail parce que eux autorisent cette flexibilité-là. Donc ça, c'est un des premiers critères que je regarde, mais généralement, à l'entretien d'embauche, on voit vite si la personne est très, comment dire, inflexible ou si la personne va être plutôt ouverte sur le sujet. Ça se voit généralement assez vite, du moins dans le cadre du travail. Est-ce que je peux rebondir aussi, mais est-ce que justement dans les outils qu'a partagé Mourad, est-ce que tu en connaissais ou est-ce que tu en utilises au quotidien? Alors oui, j'en connaissais. Je me suis fait mes propres outils parce que on va pas se mentir que chaque personne est différente et il y a des choses qui marchent plus ou moins. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me panique, je vais au plus, euh,
c'est pas vraiment du raisonnement par l'absurde, mais pour moi, ça ressemble à du raisonnement par l'absurde. C'est je vais dans le pire des cas. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en retard à un meeting. C'est quelque chose qui me stresse énormément, les retards. Moi, ça me déclenche des crises de panique. Et, euh, et, euh, et bah, par exemple, je vais pousser le truc, genre en mode, bah, si je suis en retard, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ok, la réunion, elle va commencer sans moi. Ok, qu'est-ce qui va se passer si la réunion elle commence sans moi? Je vais louper les présentations. Ok, est-ce que c'est des gens que je connais? Oui. Est-ce que j'ai besoin qu'on me les présente? Bah non, je les connais. Et je vais pousser ça jusqu'au plus, jusqu'à arriver à un point où je me dis, mais en fait, c'est absurde d'avoir peur de ça. Donc, il y a cette technique-là que j'utilise beaucoup. Le fait aussi de m'exposer petit par petit à des choses qui de base me font extrêmement peur ou qui me perturbent énormément pour me dire, ah bah en fait là j'ai fait un petit step, bah en fait c'est pas si pire. Ah bah je vais en faire un deuxième, ah bah c'est pas si pire, jusqu'à ce que je sois là dans la situation en me disant, ah bah en fait c'était pas si grave. Et j'utilise aussi la règle des 3 minutes. Dans le sens où si ça prend 3 minutes ou moins de 3 minutes à le faire, je le fais tout de suite. Ce qui me permet d'être beaucoup plus active sur mes tâches et les faire beaucoup plus vite parce que j'ai un gros trouble de l'attention, donc ça fait que forcément chez moi ça peut être repoussé à l'infini, mais du coup c'est à peu près ces trois choses-là que j'utilise le plus au quotidien. Ok, donc être dans l'action et c'était aussi ce que tu avais partagé, Mourad. Alors, c'était quoi? C'était être dans Action, l'action. perception, attention Ouais, accumulée. voilà. Et se projeter là dans, quand tu disais la situation de s'exposer graduellement, voilà. Ouais, exposition graduelle, c'est ça. Oui, je, ouais. J'ai l'impression que ce que tu racontes, Alice, ce sont des méthodes qu'on pourrait retrouver dans ce qu'on appelle théorie cognitivo-comportementale ou Exactement. cognitive behavioral therapy. Ces choses-là sont assez intéressantes parce qu'elles sonnent même euh, très méthodologiques. En fait, ce sont des choses très méthodologiques. Ça, c'est ma première réflexion. Et ma deuxième que j'avais pendant que Alice, tu parlais de tout ça, c'était s'il y a un travail à faire de tous les côtés, un conseil que je pourrais donner aux recruteurs, ou en tout cas aux managers de manière générale, mais dites-moi si je me trompe avec ce conseil d'ailleurs, ce serait de dire, si je ne sais pas ou que je ne connais pas ce que c'est que la neuroatypie ou les comportements qui sont de l'ordre de la divergence et que je veux faire en sorte que ça marche, alors il est très certainement plus le cas que la personne à qui je parle sache mieux comment se gérer elle-même. Donc le premier conseil que je pourrais donner à un recruteur ou un manager, ce serait le moment où la personne s'est dévoilée, uniquement le moment où elle le voudra, Mhm. lui dire qu'est-ce que toi tu sais fonctionne et qu'est-ce que toi tu penses être sain pour toi que je pourrais faire. C'est déjà un pas qui est avenant et dans le bon sens. Ah ouais, mais là, il faut avoir un sacré degré de. De remise en cause, ouais. Non, 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 quand on se met à la place de l'autre, d'empathie, ouais. C'est vrai que Sympathie. c'est. Sympathie. D'empathie, faut avoir. Déjà que le manager, s'il a ce. Je veux dire, c'est la bonne boîte, déjà, s'il pose la question. Non, Et mais après, c'est sûr que à mon sens, c'est le très bon conseil parce qu'effectivement, même si on veut pas aller dans le truc, c'est que chaque personne va réagir différemment. Moi, je sais que je fréquente des personnes qui sont autistes et qui ont des TDA. Ben, ils réagissent pas du tout de la même manière que moi parce que ce sont des individus, qu'ils ont leur propre façon de faire, qu'ils ont leurs propres expériences qui les a conduits là. Donc, je pense que c'est la meilleure méthode. Aussi, ne pas hésiter à dire aux personnes, même si je sais que c'est difficile, de pas hésiter à dire quand ça convient pas, parce que moi je sais que j'ai mon ancien directeur général qui avait tendance à me dire c'est urgent, puis quand je lui proposais un plan de match, il me disait oui oui c'est très bien. Et donc du coup, sauf que je le faisais pas dans l'après-midi parce que je lui proposais un plan de match et du coup il me disait non non mais je voulais que tu le fasses aujourd'hui et je lui dis non mais il faut vraiment que tu me dises quand tu me dis c'est urgent, faut que tu me dises c'est urgent, je m'attends à ce que ça soit fait ce soir. Oui, Et c'est là, subjectif, tu veux dire. c'est ça, c'est très. Et du coup, il a mis ça en place et ça se passait beaucoup mieux. Donc, je pense que effectivement, la meilleure chose à faire, c'est de demander aux gens, hey, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne entre nous, en fait.
Et que c'est valable pour les personnes neuroatypiques et neurotypiques, en fait. Oui. En fait, ton point là, Joël, c'est pour comment ça fonctionne, comment toi tu fonctionnes pour gérer ton stress, quelle que soit en fait la situation, quoi. Ça pourrait être une question générale que les C'est très, managers posent, hein. très, très généralement le conseil finalement, et merci d'ailleurs du compliment Alice pour ce conseil, mais c'est très, très communément ce qu'on est juste en train de dire, c'est communiquer, quoi. Oui. Et communiquer, d'un côté, si la divergence est parfois lourde, admettons qu'on ait certains grands points d'anxiété par rapport à des situations qui sont communes et souvent, dans ce cas-là, en fait, peut-être que la discussion et la communication ne sera pas facilitée, ça c'est sûr, il y a un effort à donner, malheureusement, mais l'effort, il est de toutes les parties qui communiquent dans le système, en fait. C'est tout. Donc oui, c'est quelque chose qui est généralisable à absolument l'entièreté de la population et même au-delà du neuroatypisme. On est en train de dire, le moment où on communique plus clairement les uns avec les autres, de toute façon, ça ne peut qu'améliorer les choses. Ouais. Parce que là, on parlait du moment où on se dévoile, mais ça peut être Ouais, en fait, n'importe quand, hein. Oui, Mourad, j'ai vu que tu justement, avais la main levée, désolé. ouais, j'en ai mal avec. Justement, par rapport à ça, parce que ça, c'est le cas aussi plus précisément pour les personnes autistes, mais c'est important que la communication soit claire, avoir du feedback justement par rapport aux attentes qu'on a vis-à-vis de nous. Puis je pense que c'est un exercice qui se fait par toutes les parties prenantes. Donc, d'un côté, il y a le manager, bien sûr, qui fait sa part, mais aussi l'employé. Puis, je pense que chacun a du sien à y mettre là-dedans. Donc, je pense que quand nous-mêmes, on a des outils à notre disposition pour mieux fonctionner ou qu'on s'exerce à trouver ces outils-là pour mieux fonctionner, et que de l'autre côté, au niveau de la direction, on nous fournit justement le bon feedback pour mieux adapter notre comportement ou mieux fonctionner ou justement qu'on nous fournit la bonne information. Je pense que au final, tout le monde est gagnant. Et est-ce que, parce que là, on parle d'améliorer la communication, moi, par exemple, là, dans l'entreprise, il y a des, sur n'importe quelle personne de son équipe, tu peux donner de manière anonyme ou pas ton feedback 360. Est-ce que, par exemple, ce type d'outil, ça serait intéressant de les mettre systématiquement à l'embauche ou pas pour essayer de dévoiler ces facteurs de stress qui sont pas forcément visibles, hein, dès le début. Genre, d'autant que plus que ce que tu dis là, vous dévoilez ou pas, parce que là on parle aussi de n'importe quelle personne. La personne attend la fin de la période d'essai, par exemple, ou ce genre de choses. Moi, ça serait intéressant de dire qu'est-ce qui vous manque en fait pour avoir ce feedback ou pour donner ce feedback. Vas-y, Joël. La supposition est, la supposition est ta proposition, en fait, suppose qu'il existe une réponse simple à un problème qui est non monolithique. Déjà, il faut rappeler une chose, c'est que le neuroatypisme, c'est pas un monolithe. C'est un terme parapluie sous lequel on a mis tout un tas de divergences de comportement, de Oui. fonctionnement, etc., etc. Le moment où on a dit ça, deux neuroatypiques ne se ressemblent pas ni en termes de fonctionnement, ni en termes de comportement. C'est ce que disait Alice. Tu sais, Joël, Euh, j'irais même plus loin. Deux personnes autistes ne se ressemblent pas, même au correct. même niveau, même au même niveau de fonctionnement. Et d'ailleurs, si on va même plus loin, on pourrait dire deux personnes tout court ne sont. Mais c'est vrai qu'en fait, on met le seuil où on veut, mais le point est, il n'existe pas de solution magique qui dirait on crée une boîte à idées et ça a réglé mon sujet de neuroatypie dans l'équipe. On met en place un protocole et ça a réglé mon sujet de neuroatypie dans l'équipe. En réalité, en fait, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup je pense qu'on pourrait passer par un processus itératif, dans le sens où le moment où il y a quelque chose que l'on tente de mettre en place, on peut déjà aller tenter de voir si ça a convaincu la plupart des gens neuroatypiques dans l'équipe, qui d'ailleurs, même avec de l'inclusion, en réalité seront en partie, comment on dit, sous-représentés, de fait, parce que statistiquement, on ne sera pas sur une forte représentation. Mais en fait, il faut aller déjà dans le pire des cas, convaincre ces gens-là que les protocoles qu'on a mis en place sont les bons. Dans le meilleur des cas, en fait, co-construire les protocoles tous ensemble. Et pas seulement les gens qui sont neuroatypiques, mais les neuroatypiques et les gens typiques. Au passage, refabriquant un pont de communication entre les deux. Parce qu'avec ce pont de communication, le protocole aura de plus de chances de marcher, mais la communication elle-même aura un effet bienveillant sur ce protocole. Donc,
il y a un jeu à mettre en place de fabriquons les choses ensemble. Et si le protocole que l'on a mis en place n'est pas le bon, si par exemple j'ai quelqu'un qui, lui, n'est pas capable de donner du feedback comment tu disais, anonyme ou pas anonyme, Oui. bah, à un moment, ce n'est pas le bon protocole et puis on peut y tirer. On peut aussi dire qu'il existe des protocoles parallèles. On peut aussi dire qu'il n'en existe pas. On peut aussi dire, on peut très bien, en tant qu'équipe, dire, bah écoute, les gens neuroatypiques déclarés dans l'équipe m'ont dit que non, ils voulaient pas particulièrement mettre de protocole en place. Ainsi soit-il. En fait, le but, c'est juste de communiquer ensemble et de voir exactement où est-ce qu'on doit aller. Justement, moi, j'essaie de, bah, tu sais, pas justement mettre une différence entre neurotypique ou neuroatypique, plutôt un process général de feedback. Et aussi, parce que pour moi, il y a la communication, comme tu dis, mais après, une fois que c'est dévoilé de n'importe quel problème, hein, de stress sur une personne ou autre, bah, du coup, après, c'est une fois que j'ai communiqué, comment mon équipe l'accueille. Et là, il y a toutes les histoires de sécurité psychologique, etc., d'inclusion, de valeur de l'équipe. Parce qu'après, c'est pas parce que le management, il est OK que. Donc, il y a cette histoire de diffusion de valeur. Et peut-être, bah, comme disait Alice, qu'au Québec, les gens sont plus au courant, peut-être juste déjà des différences et dans l'acceptation des différences, peu importe la différence, quoi. Ouais. Je ne sais pas si on. Je, Ouais. je suis, je suis persuadé que d'une manière ou d'une autre, il existera toujours un frein à la divergence, à la différence, etc., etc. Évidemment, c'est beaucoup plus euh, euh, conséquent sur le neuroatypique ou qui que ce soit d'autre en réalité de divergent du commun euh, quand c'est le management que quand c'est les employés et les collègues. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un impact sur ta carrière, ils vont dire si tu fais bien ou mal ton travail. D'une manière ou d'une autre, en réalité, moi, j'ai pas la réponse à ça. Peut-être que vous l'avez, mais enfin, j'ai pas envie de comparer des choses qui se ressemblent pas parce que moi, je pense pas être neuroatypique. Je n'ai jamais reçu de diagnostic ou ce genre de choses. Donc, en fait, tout ce que je dis est soumis à un grain de sel. Mais euh, je comparerais ça à d'autres choses que je n'aimerais pas exprimer auprès de mon management ou mes collègues sans être stigmatisé. Oui. Et à ce moment-là, en fait, tu peux avoir convaincu 9 personnes sur 10 que tu vas quand même faire du bon travail avec ta différence, ta divergence. S'il y en a une qui n'est pas convaincue, de toute façon, elle ne sera pas convaincue. Oui, Donc, c'est pour ça que le recrutement compte beaucoup aussi. Comment enfin, tu recrutes ou tu intègres des personnes qui ont la même valeur ou qui partagent les mêmes valeurs que la direction, quoi. Déjà, justement, le truc, Nicolas, c'est qu'à la base, dès la phase d'entretien, il y a un frein pour les personnes autistes. C'est que justement, vu qu'on ne saisit pas, par exemple, certains signes au niveau des codes sociaux, ou certains signes au niveau du comportement, ou des fois qu'on a tendance à se comporter différemment, on a tendance à être stigmatisé dès l'entrevue. Oui, Donc, avant même de devoir intégrer l'entreprise, on est stigmatisé à la base. mais ça, ce que tu dis, par exemple, moi, je l'ai su il y a très peu de temps. C'est ce que parlait Alice là, sur le fait d'être au courant. Moi, par exemple, là, tu disais que enfin, les personnes neurotypiques, selon leur diagnostic, peuvent percevoir différemment une situation que une personne neurotypique. Bah, ça, moi, j'en avais pas conscience, tu vois. Donc, Le problème aussi, c'est que quand on est autiste non diagnostiqué, puis qu'on passe une entrevue, puis qu'on ne comprend pas pourquoi on n'est pas retenu en entrevue malgré hmm. ses compétences. Oui, tu veux dire, C'est il y a peut-être un travail justement de comment pas dépister, parce que ça fait référence plutôt à une maladie, mais plutôt comment analyser on a ce diagnostic. Bon, après, peut-être vous pouvez fournir des clés ou des liens qu'on peut partager aussi, hein, pour aider bah, inclure justement cette différence. justement, je pense que j'ai de quoi que je peux partager dans le chat. Un instant. Ouais, je vois si tu veux rebondir en attendant. en attendant, je ne ferai que donner mon avis ici. Mais de la plupart des boîtes dans lesquelles j'ai été collègue de ce terme parapluie neuroatypique. J'ai été aussi manager de personnes autistes, etc. Euh, je, Ce que j'ai observé, c'est que il y a une question d'individu dans est-ce que c'est accepté ou non.
Quand Alice tout à l'heure disait, j'ai bien vu qu'avec le premier round de management, c'est-à-dire le manager ou en tant cas les gens avec qui elle allait bosser tous les jours, c'était flexible, ça allait bien se passer, mais que la personne du entre guillemets dessus dans la hiérarchie était beaucoup moins flexible, etc., etc. Pour moi, en fait, savoir si une équipe t'acceptera en tant que neuroatypique, c'est tout aussi dur que de savoir si l'équipe dans laquelle tu rentres est une équipe dans laquelle les gens vont te hurler dessus pour des raisons de pression, de productivité, etc., Oui. etc. C'est Mm. toujours très, très difficile de savoir ce qu'il y a derrière la barrière de l'entretien parce que c'est un jeu de séduction dans les deux sens, dans le sens où, en J'allais fait, dire. ils ont un besoin de ressources, donc de toute façon, ils vont faire des grands sourires. Moi, je suis peut-être un petit peu pessimiste sur ce contexte-là, mais moi, dans le contexte où j'ai été et le moment où une personne en particulier ou qui était autiste, ça s'est su, des gens sont venus me voir en me disant, Joey, qu'est-ce que tu vas faire? Et je me suis dit, mais la question vient d'où? Comment ça? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que on a nos indicateurs qui sont dans le green? Est-ce qu'on livre dans les temps? Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on est machin? Quelque part, en fait, ta question reflète plus une sorte d'incompréhension de ce dont on est en train de parler, plutôt que enfin, j'ai l'impression qu'on venait m'annoncer, Joey, tu as quelqu'un de pestiféré dans ton équipe, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Oui, parce qu'à partir du moment où la personne est compétente, finalement, il y a pas de sujet. Ouais, et j'en reste à ce degré-là. Ouais, exactement. Bah, c'est peut-être le conseil de la fin, c'est justement juste au lieu de se faire de stigmatiser et d'avoir des préjugés, bah, justement voir si la personne tout simplement remplit l'affaire. Je pense que le sujet a un peu divergé, parce qu'à la base, c'était comment donner des clés sur les comportements de stress et comment mieux les gérer. Bon, on a un peu dévié sur les neuroatypiques, mais en fait, ces comportements-là, ces outils-là, ils sont valables pour tout le monde, pour aider à gérer son stress. Et du coup, spécifiquement sur les neuroatypiques, l'idée, c'est, si on a un message à faire passer, c'est plutôt que d'avoir des préjugés et des a priori, bah, regarder si la personne fait l'affaire au niveau du travail et juger uniquement là-dessus pour garder la personne. Je pense que c'est le conseil qu'on peut donner. Je sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot de la fin, parce que là, il est 13 heures. C'est tout bon? Ouais. En tout cas, merci à tous. Merci pour le débat et merci Morad aussi pour la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je publierai du coup la vidéo sur YouTube selon les retours.